Toujours belle, incroyable, égoïste. C'est pas vrai. Menteuse. C'est pas vrai. Amorale. C'est pas vrai. Pudeur. C'est pas vrai, Indécente. C'est pas Mais vrai. si, c'est vrai. Je te remercie d'être ce que tu es. Tout le monde ici est heureux, tout le monde est enchanté de retrouver Brigitte Bardot au Festival de Cannes. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est absolument ahurissante, extraordinaire. Quelle belle femme! C'était vraiment un être d'une beauté lumineuse. C'est la plus belle femme du monde. Des journalistes lui demandaient « Are you a sex symbol ?» Elle répondait « What about you ?» Tout d'un coup, Brigitte est arrivée, les seins libres, pieds nus, les cheveux défaits. Dans la rue, c'était « Ah, c'est ça, Bardot, cette salope !» Elle a toujours été libre et elle le paye très cher. Elle est persécutée comme personne. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. C'était une façon de tirer un trait sur sa vie superficielle. On les aura, va. Est-ce que Brigitte est heureuse? Finalement, c'est la question récurrente. When I will be 80 years old, I will be different, I think. Chaque été, c'est le même rituel. 20 fois par jour, le bateau longe la baie de Saint-Tropez en direction de la Madrague, la célèbre demeure de Brigitte Bardot. Depuis la plage, on entend le guide raconter la vie de la star. Et Dieu créa la femme, avec une magnifique Brigitte Bardot. Tout le monde veut venir voir ce lieu magique où a été tourné Et Dieu créa la femme, et tout le monde veut voir Brigitte Bardot et cet endroit où habite Brigitte Bardot. En 1958, Brigitte Bardot s'offre un de ses hameaux de pêcheurs, la Madrague. Brigitte qui entend sa vie débiter dans des haut-parleurs tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tout ça en allemand, en anglais, en français et peut-être bientôt en chinois. Je sais pas, ça passe sans arrêt. Quand on entend ça depuis 40 ans, que ça la maison de Brigitte Bardot, à la fin, ça finit par la gonfler un peu. Alors, chaque matin durant l'été, elle quitte la Madrague pour aller se réfugier dans une autre maison, cachée dans les hauteurs, à l'abri des regards. Elle range ses cannes, elle fait grimper ses chiens. Et elle part donc après à la garrigue chez ses animaux, où elle est protégée. À l'aube de ses 80 ans, alors qu'elle n'a plus tourné de film depuis 40 ans et qu'elle refuse toute apparition médiatique depuis des années, Brigitte Bardot ne parvient pas à se faire oublier. Le mythe est toujours vivant. Alors, comment est-il né, ce mythe? D'abord par une première fuite. Fuir le carcan familial, trop rigide, trop étroit pour celles qui rêvent de liberté, à une époque où les femmes, jeunes ou moins jeunes, n'y avaient pas encore réellement accès. Boudeuse et rieuse, nonchalante et excessive, Bardot va marcher toute sa vie sur le fil du paradoxe. Finalement, a-t-elle eu conscience de révolutionner son époque au gré de ses désirs, d'inventer et de dessiner les contours d'un être inclassable et insaisissable? Quelle place auront les hommes dans cette vie de tumulte? Qui aimera qui jouera avec qui, la notoriété avec elle ou elle avec la notoriété. Difficile parfois de suivre la ligne de ce destin dans lequel elle s'est elle-même perdue. Elle a en tout cas toujours suivi son instinct. La gloire devenue étouffante, la beauté qu'elle tendait à voir s'échapper, eh bien vont la conduire à choisir avec panache de disparaître de la scène. Dès lors, seuls les animaux la feront sortir de son silence et de son isolement. Un combat sincère auquel elle a légué son temps et sa fortune. Et puis il y aura les mots, les livres, les condamnations et le parfum du scandale. De tout cela, elle parlera tout à l'heure. Après plus de 10 années de silence devant les caméras, elle a accepté de revenir sur cette histoire, celle de bébé, celle de Bardot, celle de Brigitte qui, en 1940, n'avait alors que 6 ans. Nous sommes à Louvciennes, dans les Yvelines. Tous les week-ends, la famille Bardot quitte son luxueux appartement du 16e arrondissement parisien pour venir ici se ressourcer, loin du tumulte de la guerre. Louis Bardot est un riche industriel. Avec son épouse Toti, ils ont eu 2 filles, Brigitte l'aînée et Mijanou la cadette.
Toti, c'était sa maman, qui était belle comme le jour, vénitienne comme tout. Moi, j'avais une passion pour la maman. Et Louis Bardot, qui était un espèce d'insecte, un grand comme ça, avec des lunettes, qui avait de l'humour formidable, qui était drôle. Brigitte est une jeune fille aimante et bien élevée. Mais Toti n'a Dieu que pour sa sœur Mijanou, la fierté de sa famille. Durant toute son enfance, celle qui deviendra la plus belle femme du monde, se trouve laide et mal aimée. Avec son appareil dentaire, avec ses lunettes pour corriger sa myopie, elle se trouvait affreuse. Elle se rend bien compte que c'est sa petite sœur qu'on préfère. Elle se sent meurtrie, qu'on la considère comme le vilain petit canard de la famille. Elle est très très mauvaise à l'école, elle est tout le temps dernière, elle est déjà assez flemmasse, alors que sa sœur, elle, visiblement, suit le pli. Malgré cela, Brigitte fait tout ce qu'elle peut pour plaire à sa mère, attirer son attention. Jusqu'au jour où le lien va être rompu. Un soir, en jouant dans le salon de l'appartement parisien, Brigitte et Mijanou renversent un vase. Un trésor de famille datant du 19e siècle, et leurs parents sont furieux. Toti, la maman de Brigitte, a dit à Brigitte, qui avait 7 ans et demi, et à sa sœur Mijanou, « Dorénavant, vous n'êtes plus nos filles, vous êtes des étrangères, et lorsque l'on s'adresse à des étrangers, on leur dit « vous ». Dorénavant, vous nous direz « vous », vous n'êtes plus chez vous, vous êtes chez nous. Et Brigitte va finir par le croire, elle ne se sent plus réellement chez elle. À l'âge de 7 ans, elle va découvrir un échappatoire, une passion qui va changer sa vie, la danse. En 1941, sa mère l'inscrit dans un prestigieux cours parisien et très vite, ses professeurs découvrent chez elle un talent inné. Toute petite, elle danse de façon mignonne et elle ne le fait pas mécaniquement. Elle dégage un rythme, un sens de la démonstration physique extraordinaire. Elle a le goût de la danse, elle marche souvent sur la pointe des pieds. Pour la première fois de sa vie, Brigitte fait quelque chose qui suscite l'admiration. Elle rentrait chez elle, parfois les pieds en compote, et elle s'acharnait à y retourner le lendemain. Brigitte, qui est une mauvaise élève, qui n'aime pas beaucoup faire d'efforts ni travailler, va, à travers la danse, en adopter et en adorer la discipline. Elle sait que la danse, c'est du travail, c'est de la douleur, c'est de la contrainte, et en même temps, ça génère un épanouissement formidable. La danse affine son corps, la discipline forge son caractère, la métamorphose est en marche. Elle avait ce port de tête, cette cambrure, ses jambes inouïes, enfin je vais dire, tout ce qui fait Bardot. Au fil des années, elle commence à se trouver belle et gracieuse, et elle n'est pas la seule. À 14 ans, elle est admise au Conservatoire de Paris. Mais c'est ici que sa passion pour la danse va tourner court. Au conservatoire, l'entraînement est dur, le professeur exigeant, un bâton à la main, il n'hésite pas à frapper les filles qui traînent des pieds, et Brigitte n'est pas épargnée. Elle a quelques difficultés pour faire les pointes. Elle a failli plusieurs fois être rouée de coups parce qu'effectivement, elle allait un peu au plus facile et ne faisait pas trop d'efforts. Au bout d'un an, Brigitte n'est plus très motivée par la danse. Elle ne supporte plus ses cours et elle va finir par quitter le conservatoire. Brigitte Bardot a sans doute commencé à laisser exprimer une part d'elle-même qui est sa part d'indolence, de légère fainéantise, de laisser aller, de ne pas vouloir forcer sa personnalité. À 15 ans, belle et affirmée, Brigitte rêve de liberté et d'insouciance. Sa beauté, désormais indiscutable, ne va pas tarder à lui ouvrir de nouvelles portes.
Au printemps 1949, Hélène Lazareff, une amie de sa mère, rédactrice en chef d'un grand magazine de mode, tombe sous le charme de la jeune Brigitte. Elle a déjà un peps absolument incroyable. Elle est la jeune fille fraîche, nouvelle de l'après-guerre, avec un petit côté un peu effronté, très spontané, très sportif. Hélène Lazareff s'est dit, c'est la femme de demain. Ça va être le modèle de la femme de demain. Allons-y. Et je vais vendre du papier, je la lance. Et quelques semaines plus tard, Brigitte se retrouve en une du magazine. Le succès est tel qu'elle les enchaîne. Ses parents laissent faire, mais ils posent leurs conditions. Brigitte ne doit pas apparaître sous son vrai nom. Alors, pour la première fois, elle signe ses contrats par ses initiales, Bébé. Qui n'est pas content de voir que sa fille est la plus jolie? Mais malgré tout, ils étaient un petit peu inquiets. Ça mène où tout ça? Tout ça va l'emmener jusqu'à la télévision. En 1951, elle commence à apparaître dans des spots publicitaires. Avec son fuseau vert et son gilet de plaid écossais frangé, et Merle Blanc avec son blouson de safari vert transparent. C'est une gamine qui a 15 ans, elle commence à avoir des formes formidables. On la filme, on s'intéresse à elle, on la scrute, on la regarde, on la magnifie, donc elle est contente. Ça la sort aussi, sans doute, du milieu familial, parce que, mine de rien, c'est déjà une certaine transgression par rapport à son milieu. Mais la pire transgression familiale arrive lorsque Brigitte rencontre son premier amour. Au printemps 1950, un jeune scénariste nommé Roger Vadim recherche une comédienne pour incarner l'héroïne de son prochain film. Et c'est en découvrant par hasard le visage de Brigitte en une d'un magazine qu'il pense avoir trouvé sa perle rare. Il est frappé par ce visage, par sa fraîcheur, par sa tenue, et il se dit, ça y est, je l'ai trouvée, la Sophie de mon roman. Je ne savais pas qu'elle existait, mais je viens de la voir. Vadim présente alors sa trouvaille au réalisateur du film, Marc Allégret, qui accepte immédiatement de lui faire passer un bout d'essai. Le rendez-vous est donné dans un studio parisien. La scène se déroule dans un cours de danse, et c'est Vadim lui-même qui va donner la réplique à Brigitte. Je t'aime et j'ai pas supplié tes parents. Que tu es. C'est la première fois que tu me dis que tu m'aimes. Brigitte se prend rapidement au jeu, et pour cause, elle tombe immédiatement sous le charme de son partenaire. Elle a eu un coup de cœur immédiat pour Roger Vadim. Ça a été son premier coup de foudre. Vadim était irrésistible. Il avait un talent fou, il était très beau, très bien physiquement. C'était un des personnages les plus exquis qu'on puisse rencontrer. Écoute, j'ai pas le temps de m'amuser. Papa va venir me chercher. C'est pour ça que je traversais Paris à vélo sous la pluie. Marc, écoute Marc. Ma mère a jamais voulu te recevoir. Elle est comme ça, c'est précipitateur, il y a rien d'autre. Encore stressé principe à elle. Je sais. La scène est presque prémonitoire. Vadim a 22 ans, Brigitte n'en a que 16, mais peu importe. Le soir même, lorsqu'il la raccompagne chez elle, ils s'échangent leur premier baiser. Le film ne verra jamais le jour, mais l'idylle entre le scénariste et l'apprentie comédienne perdure, jusqu'à ce que les parents de Brigitte découvrent leur relation. Elle est mineure, et Vadim n'est pas à leurs yeux un garçon sérieux. Ses parents ne souhaitent pas qu'elle ait une relation avec un saltimbanque, un vagabond qui gagne assez mal sa vie. Il n'avait pas un véritable travail, il voulait faire du cinéma. Les deux amants sont alors convoqués chez les parents Bardot. Et pour impressionner le jeune scénariste, le père de Brigitte met en garde sa fille en brandissant un revolver. Et il lui dit « S'il te touche, je le tue ». Et à ce moment-là, sa mère, la mère de Brigitte, dit « Si c'est pas lui qui le fait, c'est moi ». Pour finir, Louis Bardot annonce à sa fille qu'il va l'envoyer en pension, en Angleterre. Pour Brigitte, c'est la phrase de trop. C'est quelqu'un d'excessivement sensible. Elle vit dans un monde de rêve, c'est une petite gamine avec des parents qui l'adorent mais qui peut-être la comprennent pas parfaitement. Elle réagit avec force à tout ce qu'on lui dit. Le soir même, alors que toute la famille est sortie, Brigitte est restée seule à l'appartement. Elle va dans la cuisine, allume le gaz et met la tête dans le four.
Lorsque ses parents reviennent, ils la trouvent inanimée. Elle est sauvée in extremis. Face à cette détermination, ils finissent par accepter son idylle avec Vadim. Mais pour cela, le jeune homme doit trouver un vrai travail. Il l'a promis au père de Brigitte, alors il se fait embaucher comme journaliste au sein du tout nouveau magazine Paris Match. Sa fiancée l'y retrouve régulièrement. La salle de rédaction va devenir le refuge. Elle attendait patiemment, assise sur une chaise, qu'il ait fini ses articles et tout ça. Et elle venait, je ne sais pas, 4-5 fois par semaine. Elle devient même la coqueluche des journalistes. Dans le milieu, on la surnomme déjà la petite fiancée de Paris Match. Elle était devenue la copine de tous les photographes historiques de Match, qui étaient devenus un peu ses confidents. Elle connaissait tout le monde au journal, tout le monde l'embrassait. Un jour, elle est montée sur la table de la rédaction en soulevant ses jupons et a esquissé 4 pas de danse devant les hurlements des rédacteurs en chef et des garçons qui applaudissaient cette fille ravissante, parce que quand Brigitte se met à danser, je peux vous dire que c'est quelque chose. Sans le savoir, en dansant sur cette table, Brigitte va inspirer Vadim qui n'a pas renoncé à ses ambitions cinématographiques. Mais pour l'heure, le couple a d'autres préoccupations. Gagner son indépendance financière. En 1952, Brigitte, dont la beauté ne fait que s'affirmer, se voit proposer quelques rôles au cinéma. Elle saute sur l'occasion. Elle s'est rendue compte que c'était quand même pas trop mal payé pour faire finalement quoi pour faire semblant d'être un personnage. Elle trouvait que c'était intéressant. Mais elle découvre aussi l'envers du décor. L'installation, la préparation, la transformation, l'attente. Brigitte aime quand les choses vont vite. Tout l'inverse, en fait, du cinéma. Elle s'est aperçue qu'on attendait longtemps pour tourner 30 secondes, que vous n'étiez pas libre en fait de maquiller, d'être coiffé comme vous voulez. Bon, il y avait déjà, pour elle, c'était le début de l'enfer. Durant ses premiers tournages, Vadim la soutient, reste à ses côtés. Le couple parvient ainsi à tenir jusqu'aux 18 ans de Brigitte, étape imposée par ses parents pour pouvoir enfin se marier et gagner leur liberté. Après 2 ans d'attente, Brigitte épouse donc Vadim le 21 décembre 1952. Tous les amis de Paris Match sont là. Le magazine sera le seul à publier une double page sur ce mariage. Elle est une petite starlette qui a tourné quelques films, mais c'est pas une star à l'époque. Je n'étais pas très connu, ni l'un ni l'autre. C'était vraiment un mariage chez nous, entre nous. Et c'est une photo prise sur le vif dans l'ascenseur de l'immeuble familial qui va immortaliser cette union. On descendait à pied, nous. Et puis tout d'un coup, l'ascenseur a descendu plus vite et on les voit. Alors j'ai dit, tu recommences, tu remontes et tu redescends. Enfin affranchis du joug familial, Brigitte et Vadim peuvent désormais vivre comme ils l'entendent. Pour Vadim, cela passe évidemment par le cinéma. Et Brigitte sera sa muse. Il veut en faire une star, il va alors lui écrire un film sur mesure dans lequel elle pourra enfin s'exprimer. Le titre est annonciateur, « Et Dieu créa la femme ». Le problème est que pour le moment, il lui manque une grande partie du financement. Alors pour tenter d'intéresser les producteurs, Vadim décide d'emmener Bardot au Festival de Cannes. Et pour créer l'événement, il va lui suggérer de changer quelque chose à son apparence. Le 23 avril 1956, lorsque Brigitte Bardot arrive à Cannes, quelques journalistes l'attendent à la descente du train. Ce n'est pas encore la star que tout le monde veut voir, mais au bout du 2e jour, un petit détail va tout changer. Un soir, elle est allée se faire teindre en blonde chez le coiffeur du Carlton. Elle s'est trouvée très jolie en blonde. Elle a maintenu cette couleur de cheveux. Une blondeur qui va transformer immédiatement la jeune ingénue en femme fatale. Elle en joue, des producteurs américains craquent devant son charme et Vadim obtient son financement. Il va enfin pouvoir tourner son premier film. Le tournage débute quelques jours plus tard à Saint-Tropez. Brigitte y est déjà venue plusieurs fois en vacances avec ses parents. Ici, elle se sent chez elle.
Ça va jouer certainement beaucoup dans la manière dont Brigitte va se sentir incroyablement à l'aise devant la caméra, dans ses rues, avec ses gens. Et les environnements qu'elle connaît. Donc elle a dit, pour la première fois, je ne cherchais pas à jouer. Je veux dire, elle avait fait peut-être 10 films à l'époque, mais j'étais moi. La force de Brigitte, Vadim l'a compris, c'est son naturel. Alors il va lui faire rejouer des situations qu'elle a déjà vécues, comme lorsqu'elle dansait sur les tables. Vadim sait qu'il a un joyau brut. Et il sait donc que ça, c'est extrêmement éphémère, qu'il faut la choper en une prise, en deux prises, parce qu'après, elle commence à s'étioler, à s'ennuyer et en tous les cas à perdre sa spontanéité. Brigitte s'amuse, se laisse aller, et la magie opère. Elle apparaît plus séduisante que jamais. Elle dégage surtout quelque chose de très sensuel que l'on n'avait encore jamais vu au cinéma. Tout d'un coup, Brigitte est arrivée avec sa petite blouse, les seins libres, pieds nus, les cheveux défaits. Brigitte Bardot était un bonheur de mouvement. C'est une fille qui bougeait absolument magnifiquement et elle avait du nerf. Elle avait de l'énergie. Elle provoque par cette danse extrêmement érotique, extrêmement lascive et ô combien excitante. Le film sort en salle quelques mois plus tard, mais aux grandes dames de Vadim, il n'attire pas les foules. Son caractère érotique dérange. Il y avait des familles catholiques qui étaient très attentives aux films qui étaient présentés dans les villes. Et le film de Bardot, évidemment, était sur les listes noires de l'Église catholique. Le cinéma était un divertissement collectif, c'était le divertissement de la famille, le cinéma. Personne n'allait au cinéma tout seul, c'était presque louche. L'histoire de ce film aurait pu s'arrêter là. Mais 10 mois plus tard, Et Dieu créa la femme sort aux États-Unis. La réaction du public américain ne va pas du tout être la même. Là, c'est un événement invraisemblable, parce qu'ils n'ont jamais vu une chose pareille aux États-Unis. Le sous-titre du film américain, c'est « Et le diable créa Bardot ». Comme les Français, les Américains sont choqués par l'érotisme du film, mais ici, c'est un véritable scandale qui éclate. Le film va être banni, censuré, interdit, vilipendé, menacé. Le film a été interdit dans l'État du Texas parce qu'il aurait risqué de faire bouillir le tempérament des spectateurs noirs. C'est quand même... Un scandale qui attire finalement les spectateurs dans les salles. Le film bat des records de fréquentation aux États-Unis. Dieu créa la femme, on ne parle plus que de ça. Ça provoque un bouche à oreille hallucinant et vraiment tout le monde se précipite. En à peine 3 semaines, Brigitte Bardot a changé de statut. Elle est devenue une star internationale. On la compare déjà aux plus grandes. Elle devient l'égale de Marilyn Monroe, d'Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, les grandes stars de l'époque. Mais plus qu'une star, Bardot devient un phénomène de société. Pour la première fois, une femme ose mettre en avant sa sensualité, et elle l'assume. Elle devient un symbole de liberté et d'émancipation. D'un seul coup, les gens, ça a été l'icône et leur idole. Ils ont voulu lui ressembler. Toutes les femmes voulaient lui ressembler. Je me coiffais comme elle, je m'habillais comme elle, à Tunis. Et oui, parce que pour moi, c'est la plus belle femme du monde, quoi. Personne n'a quand même anticipé que ce soit le point de départ d'une véritable révolution. Ça, je crois que personne ne l'a anticipé. La vie de Brigitte Bardot vient de changer radicalement. Elle a eu une liaison pendant le tournage avec Jean-Louis Trintignant et elle a rompu avec Vadim. Elle s'achète une maison à Saint-Tropez. Elle vient y chercher la paix, mais l'annonce de son arrivée dans le petit village de pêcheurs va très vite changer la donne. Depuis 1 an, les badauds affluent à Saint-Tropez pour découvrir ce lieu mythique où a été tourné Et Dieu créa la femme. L'arrivée de Brigitte à l'été 1958 accentue le phénomène, car la star se montre facilement dans les rues de la ville avec son nouvel amant, Sacha Distel.
Elle se promène en maillot de bain, très à l'aise, très naturelle, très décontractée. Elle est absolument somptueuse de beauté, de féminité. Et Saint-Tropez, ça, brusquement, reste sur un pied, s'arrête de bouger pour la voir passer. Quand elle était dans les rues de Saint-Tropez, c'était une révolution. C'était une révolution, c'était un monde qui suivait. Bon, il y avait elle, les amis, la garde rapprochée, et puis les paparazzis et les curieux. Pour fuir la foule, Brigitte peut facilement se réfugier dans sa nouvelle maison au bord de la mer. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Car au-delà des simples curieux, il y a aussi désormais les photographes de presse qui s'intéressent de plus en plus à elle. On ne les voyait pas, sauf qu'ils étaient là, anonymes et cherchant à faire des photos à tout prix. Ce jour-là, alors que Brigitte Bardot se baigne devant chez elle, les paparazzis ne sont qu'à quelques mètres. Et petit à petit, on s'est rapprochés comme on pouvait. Parce que dès que quelqu'un se rapprochait, elle se cachait. Donc là, on est arrivé, on est sorti, on a fait nos photos. C'était quand même terrible parce qu'elle était là pour vivre libre et d'un seul coup, elle était enfermée. Se faire interpeller ou prendre en photo dans la rue, Brigitte s'y était habituée. Mais d'être harcelée jusque dans sa propriété, elle ne s'y attendait pas. Elle comprend vite que sa nouvelle notoriété a un prix, mais la machine médiatique est en marche. Il va être très difficile de l'arrêter. Ce matin-là, Brigitte Bardot embarque pour Londres. Elle va tourner un nouveau film, Babette s'en va en guerre. À l'aéroport, elle rencontre son partenaire, le comédien Jacques Charrier. Dès les premiers instants, le courant passe. C'est un jeune homme beau, romantique, fils de colonel. Donc il a tous les atouts pour devenir le partenaire idéal de Brigitte Bardot. Il était beau, il était gentil, il était charmant, il l'adorait. Il la courtise et là, elle est séduite et puis elle se laisse faire. Leur idylle commence dès le premier jour et le couple s'affiche sans retenue. Mais une nouvelle va bouleverser leur vie. Brigitte tombe enceinte au bout de 3 mois et à 25 ans, elle n'en a aucune envie. Le rapport qu'elle a avec son corps fait que la grossesse est quelque chose qui ne va pas la combler, mais au contraire va l'inquiéter, va la déranger. Avoir un enfant, c'était perdre sa liberté. Jacques Charrier va lui d'abord souhaiter absolument qu'elle garde cet enfant et faire en sorte que ce soit le cas. Avant que la presse ne la prenne, pour éviter le scandale, un mariage est organisé en urgence. C'est l'événement de l'été 1959. La ville de Louvciennes est envahie par les journalistes et les curieux. À la mairie, Louis Bardot tente de mettre de l'ordre, mais la situation dégénère rapidement. Pilou, lui qui voulait faire ça dans les règles de l'art, a été débordé par les photographes qui voulaient bien sûr entrer dans la mairie. Et ça l'a mis dans une colère noire et il y a eu une bagarre générale qu'il a provoquée lui-même tellement il était totalement hors de lui. Le mariage est expédié en 7 minutes. Tous les invités partent se réfugier dans la maison familiale. Mais les journalistes et les photographes ne les lâchent pas. Ils prennent d'assaut la propriété. Les journalistes et les paparazzis se comportent comme une nuée d'insectes qui essayent de s'infiltrer par tous les moyens partout. Alors, pour éviter les débordements, les jeunes mariés, à bout de nerfs, acceptent finalement de poser pour les photographes. À partir de ce jour, Brigitte et Jacques deviennent les nouvelles idoles de leur génération. Ils sont jeunes, beaux et amoureux. La presse va suivre le feuilleton de leurs aventures. En décembre 1959, Brigitte entame son 8e mois de grossesse. Une grossesse difficile qui l'oblige à rester alitée chez elle. Au pied de l'immeuble, des dizaines de photographes et de journalistes sont déjà sur le pied de guerre, dans l'attente de l'heureux événement. Et plus les jours passent, plus la pression monte. Tous les journalistes étaient là comme des piranhas autour de cette pauvre créature qui était enfermée dans son appartement, là-haut, dans son donjon, dont elle n'avait pas le droit de sortir. Les photographes avaient loué toutes les fenêtres de toutes les maisons aux alentours, en face, les chambres de bonne, les machins, il y en avait de planqués partout. On a tout de même vu
des photographes déguisés en bonne sœur qui venaient à la quête. On a vu des faux ramoneurs, des faux employés de l'EDF qui faisaient semblant de relever les compteurs sur les étages pour essayer d'apercevoir Brigitte et de la shooter. Mais pourquoi tout ça? Parce que la photo valait extrêmement cher. Une photo de Brigitte enceinte, c'était des millions. Alors, pour se protéger, Brigitte vit ses dernières semaines de grossesse cloîtrée dans le noir, rideau fermé. Le 11 janvier 1960, la nouvelle tombe. Brigitte Bardot vient d'accoucher chez elle. Elle a dû mettre au monde son enfant dans son salon avec une unité médicale qu'elle a fait venir. Enfin, c'est invraisemblable. Quelle est la femme qui pourrait vivre ça aujourd'hui? Ne pas pouvoir mettre au monde son enfant parce qu'on l'est bloqué chez soi. L'événement a eu lieu, mais la presse ne part pas. Au contraire. Les 180 envoyés spéciaux du monde entier sont toujours en bas. Ils veulent voir Brigitte avec son bébé, ou au moins espérer une photo. Alors, c'est Jacques Charrier qui descend leur parler. Brigitte vient de lui donner un fils, et il s'appelle Nicolas. Devant tous les copains où j'étais, il nous a fait ce fameux geste. J'ai un fils, il mesure 50 cm, il est comme ça. On montait sur les tables, les chaises se renversaient, c'était un bordel invraisemblable. Ça hurlait, les flashs partaient dans tous les sens, et Brigitte était là-haut avec son bébé. Et Jacques finit par accepter qu'une équipe de télévision monte dans la chambre pour filmer Brigitte et son enfant. La jeune maman fait bonne figure. Elle tient son bébé comme une mère amoureuse de cet enfant qui vient de naître. Et en réalité, elle était très malheureuse. Elle l'a rejeté, cet enfant. Elle n'en voulait pas. C'était pas de la faute ni de son mari, ni du pauvre bébé. Elle adorait son enfant, mais elle se sentait pas prête à être mère de famille. Les semaines suivantes, Brigitte ne parviendra pas à s'attacher à cet enfant. Alors c'est Jacques qui va s'en occuper. Dès qu'elle est remise sur pied, elle part se réfugier sur les plateaux de cinéma. Et pour la première fois, elle va exprimer son malaise face à la médiatisation de sa vie privée. Ma vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous ne vous appartenez plus. Non, j'appartiens à tout le monde. On me fait dire des choses que je ne dis pas. On me fait faire des choses que je ne fais pas. C'est un peu, je vous dis, on a un peu l'impression de ne plus être libre. Il s'agit de savoir si cette existence, que dans le fond, vous l'avez dit, vous avez souhaité, si cette existence est supportable. Non. Pour fuir son quotidien, Brigitte Bardot est partie tourner La Vérité de Henri-Georges Clouzot. Elle en est la tête d'affiche, aux côtés de Samy Frey. Mais le tournage est difficile, le réalisateur fait tout pour la pousser à bout. C'était un génie et en même temps c'était un fou furieux, hein. C'était un sadique, il était dingue ce type. Il n'a eu de cesse de lui mettre des idées noires dans la tête en lui disant que la vie était triste. Clouzot va même jusqu'à la droguer à son insu pour parfaire sa prestation. Et il obtient ce qu'il souhaitait, une Bardot intense et juste, comme elle ne l'a encore jamais été au cinéma. Et vous croyez encore à cet amour? Moi pas. Mais si, Gilbert m'a aimé. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimé quand même. Maintenant, je le verrai plus. Je le verrai plus, vous comprenez? Alors tout m'est égal, j'ai peur de rien. Vous êtes là, déguisé, ridicule. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez. Parce que vous êtes tous morts. Morts. Ces injures sont intolérables. Tout le monde était sidéré par la force de son jeu. Bardot criante de vérité, elle qui s'est réfugiée dans ce rôle pour fuir sa vie, finit même par tomber réellement amoureuse de son partenaire, Samy Frey. Alors, tu comprends pas, non? Je t'aime. Oh, je suis bien près de toi, avec toi.
J'ai été si malheureuse. Oh, pardon. Pardon de te déranger. Pardon pour moi. Pardon pour tout, pour le passé. Pardon. Elle me disait, oh là là, écoute, j'ai rencontré, mais alors je suis amoureuse, je suis amoureuse. Elle se foutait dans mes bras, je la serrais. Elle me disait, il est beau, il est superbe, je l'aime. Le temps de ce tournage, Brigitte Bardot avait tout oublié. La pression médiatique, cet enfant qu'elle ne voulait pas, et même son mari. Mais la réalité va vite se rappeler à elle. Ce soir-là, Brigitte Bardot est en voiture avec son amant, Samy Frey. Ils s'apprêtent à démarrer lorsqu'un homme arrive à leur hauteur et les interpelle violemment. C'est son mari, Jacques Charrier. Pour elle, c'est l'épouvante totale parce qu'il y a toute cette culpabilité qui ressort. Une bagarre éclate entre les deux hommes. Brigitte est terrorisée. Mais pire que cela, des paparazzis en embuscade assistent à la scène. Elle a juste le temps de se cacher le visage avant le crépitement des flashs. On voit véritablement que la honte et la douleur sont mêlées, quoi. C'est bouleversant pour elle, tout ça. 10 jours plus tard, les photos sont publiées. C'en est trop pour Jacques Charrier, il demande le divorce et la garde de l'enfant. Son image de mari bafoué fait passer Bardot pour la pire des épouses. Il y a beaucoup de femmes qui étaient contre elle et qui trouvaient que c'était une femme de mauvaise vie. C'était le délire dans le sens où, dans la rue, c'était « Ah, c'est ça, Bardot, cette salope ». Une fille libre comme elle, à l'époque, dans les années qui commençaient à peine à éclater, vous étiez évidemment instantanément une pute. Le jour de cette parution, Brigitte Bardot décide de fuir Paris. Elle part seule se cacher dans le sud de la France. Elle est persécutée comme personne, et puis pas heureuse dans sa vie privée, acharnée à trouver le bonheur avec beaucoup de gens qui tournaient autour, et puis se sentir blessée, trahie, abandonnée. Donc, à un moment, elle a craqué. Le lendemain, le 28 septembre 1960, le jour de son 26e anniversaire, elle est retrouvée inanimée dans une bergerie. Les veines tailladées et une boîte de barbiturique vide à ses côtés. Elle est alors emmenée aux urgences, mais le calvaire continue. Son geste de désespoir ne change rien. Jusque dans sa chambre d'hôpital, elle reçoit des courriers d'insultes. Il y avait une lettre cachetée avec une lame de rasoir pour pas que vous ratiez la prochaine fois. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. On lui a conseillé de se jeter, si elle voulait vraiment mourir, de se jeter de la tour Eiffel. Ça serait plus efficace et il y aurait une salope de moins sur la terre. Au début des années 60, la vie de Brigitte Bardot est devenue un enfer. Tous ses faits et gestes sont commentés dans la presse. Sa vie privée ne lui appartient plus. On l'a félicité à ses débuts d'avoir libéré l'image de la femme, et c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. À l'été 1963, elle tourne Le Mépris, signé Jean-Luc Godard, un nouveau chef-d'œuvre qui redonne à Bardot son statut de star internationale et fait un peu oublier le feuilleton de sa vie privée. Le 17 mai 1963, Brigitte Bardot rejoint le plateau du Mépris. Le tournage a lieu ici, dans une villa à Capri. On ne peut y accéder que par la mer ou en escaladant les falaises. Le lieu a été spécialement choisi pour protéger Bardot des regards. Malgré cela, les photographes sont partout, ils ont envahi la ville et ils prennent d'assaut les hauteurs de la villa. Le nombre de paparazzi était triplé, voire quadruplé, parce qu'il y avait beaucoup plus de magazines encore qu'en France. Et donc, nous, on descendait, on était peut-être une dizaine, une vingtaine, mais eux, ils étaient une cinquantaine. Les paparazzis en Italie sont évidemment plus dingues que n'importe où sur la planète. Ils font n'importe quoi pour essayer de la shooter. On s'accrochait. C'était à celui qui pouvait avoir l'image qui se vendrait, parce qu'il n'y avait qu'une image qui se vendrait, il n'y en avait pas deux. Même Jean-Luc Godard perd son sang-froid. Il pourchasse les photographes jusque sur la colline, mais quand l'un s'échappe, un autre arrive de l'autre côté. S'ils sont tous là, c'est aussi parce que Brigitte Bardot est à nouveau célibataire. Elle s'est récemment séparée de Samy Frey. En décembre 1963, le film sort en salle.
Dès la première scène, Bardot y apparaît totalement nu. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui, Tu les trouves jolis? oui, très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui, Tu les aimes mes genoux aussi? oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui, Tu les trouves jolies mes fesses? oui, très. Elle avait un corps magnifique et elle pouvait le montrer sans gêne, avec un naturel extrême. Avec le succès du Mépris, elle devient voilà, une icône absolue dans tous les domaines, c'est-à-dire à la fois auprès du public, mais aussi auprès des intellectuels. Brigitte Bardot profite alors de cet état de grâce pour prendre le large. Pendant 2 ans, elle voyage à travers l'Amérique du Sud, où elle tourne le nouveau film de Louis Malle, Viva Maria. Cependant, en France, rien n'a changé. À chaque fois qu'elle repasse à Paris, les photographes l'attendent en bas de chez elle. Pas question pour eux de manquer le retour de leur star préférée. On attendait, on avait froid. On s'enrhumait devant l'avenue Paul Doubert des semaines. Un jour, ils vont même manifester au pied de son immeuble pour lui reprocher de ne plus se montrer. On est arrivé avec des pancartes, on voulait qu'elle descende. Qu'elle descende au moins 5 minutes, et puis on l'aurait laissé en paix. Ça n'a jamais donné suite parce qu'elle nous haïssait. On n'était rien, on était vraiment, je dirais vulgairement, de la merde. C'est vraiment et traité comme tel. Après ces 2 années d'escapade au bout du monde, Brigitte Bardot a pris du recul par rapport à la pression médiatique. Elle vient d'avoir 30 ans et part aux États-Unis pour l'avant-première de Viva Maria. Elle ne s'est encore jamais rendue dans le pays qui l'a fait star 8 ans auparavant. Le journaliste Henri Chapier l'accompagne ce jour-là. Ce que Brigitte souhaitait surtout, c'est se promener tout à fait incognito. Mais dès qu'elle arrive sur place, les Américains semblent bel et bien impatients de découvrir l'héroïne de Et Dieu créa la femme. Elle est accueillie exactement comme les Beatles 1 an plus tôt. Ça a été inouï, quoi. Je veux dire, ils l'ont glorifié. Il y a des banderoles sur la route de l'aéroport avec Viva Maria, Viva Bardot. Et là, les majorettes, les drapeaux, la musique, enfin, l'apothéose. C'était absolument extraordinaire. C'était une conférence de presse de chef d'État. Tout le monde était conquis parce que des journalistes pas tout à fait gracieux, des mecs barbus, sauvages et tout, lui demandaient « Are you a sex symbol ?» Alors elle répondait « What about you ?» Ça a été formidable du coup, comme climat, comme atmosphère. No, 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 not at all. I think it's better without marriage. Why better without marriage? You understand? Yes, but why? Pourquoi? Try. You have to try. Cette année-là, Brigitte Bardot est à son apogée. Elle est libre, belle et désirée par la planète entière. Mais un nouveau prétendant très différent des autres va tout faire pour la conquérir.
Nous sommes en juillet 1966 et Bardot s'envole pour Las Vegas. À ses côtés, son nouvel amour, le milliardaire allemand Günther Sachs. Günther Sachs est l'héritier de la famille von Oppel. Ce sont de très très riches Allemands et Günther, c'est celui qui va flamber à Saint-Tropez. Elle l'a rencontré il y a à peine un mois sur la Côte d'Azur. Un mois d'extravagance et d'amour fou. Depuis le premier jour, Günther la traite comme une princesse et ça lui plaît. C'était tout d'un coup le premier homme qui la gâtait comme ça, qui faisait des trucs que les autres n'avaient jamais fait. De son côté, Günther Sachs n'est pas du genre à attendre lorsqu'il désire quelque chose. Il vient de demander Brigitte en mariage et elle a accepté. Voilà pourquoi ils sont à Las Vegas, la seule ville au monde où l'on peut se marier en quelques instants, sur un coup de tête. Ce mariage va durer 8 minutes, il va coûter 7 $. Günther a demandé au juge qui allait les marier d'attendre qu'il soit minuit pour qu'ils se marient le 14 juillet. Brigitte Bardot semble heureuse dans les bras de son nouveau mari. Elle se sent amoureuse. Günther Sachs est également ravi, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Il a fait venir à Las Vegas un couple d'amis munis d'appareils photo et de caméras. Ce mariage avec la plus belle femme du monde, il veut le brandir comme un trophée. Il va même y avoir plusieurs versions pour mieux le filmer, le cadrer, etc. Ce qui prouve à quel point Günther Sachs était en représentation permanente. Je pense que ça faisait bien de le mettre à son tableau de chasse. On a même dit qu'il l'a épousée en faisant un pari avec un de ses copains, quoi. Quelques jours plus tard, alors que le couple est en voyage de noces à Tahiti, les images du mariage ont déjà fait le tour de toutes les rédactions parisiennes. Le mariage express surprend tout le monde, puisqu'elle se marie assez rapidement, et à la surprise générale, même des parents de Brigitte, qui ont été surpris, qui l'ont appris par les journaux. Le symbole d'un Allemand milliardaire épousant la plus grande star française, une star planétaire, à ce moment-là, c'est encore lourd de très grande signification. Alors à Tahiti, Brigitte est sollicitée par la presse. Tout le monde veut qu'elle raconte ce mariage inattendu et contre toute attente, cette fois elle accepte. Elle se prête au jeu des photos posées et des interviews. Mais de retour à Paris, elle découvre le quotidien de son époux. Une vie de luxe et d'apparat, en fait, tout ce qu'elle déteste. Ils passent leur temps à courir les soirées mondaines, dans lesquelles elle a parfois le sentiment de n'être qu'un faire-valoir. Il va vouloir la présenter à tous les grands de ce monde, aux milliardaires, etc. Et elle va, y compris, se poser la question de savoir si la légende urbaine qui dit que Günther Sachs, en fait, en l'épousant, a gagné un pari qu'il avait fait avec ses copains, n'aurait pas quelque chose à voir avec la réalité. Mais Brigitte veut donner une chance à ce mariage. Alors elle cède à tous les caprices de son mari, y compris lorsqu'il lui demande de l'accompagner au Festival de Cannes, alors qu'elle s'était jurée de ne jamais y retourner. Dans ses extravagances de milliardaire, Günther Sachs vient de produire un documentaire. Une occasion en or pour se montrer au bras de sa célèbre épouse, dans l'antre du cinéma mondial. Un retour inattendu de Bardot après 10 ans d'absence, qui va forcément créer l'événement. C'était de la folie furieuse. Les gens, les journalistes, tout le monde était débordé. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance, les photographes est absolument ahurissante, extraordinaire. Maintenant, les gens commencent à s'affoler et ça, c'est pas possible. Brigitte a failli être étouffée dans le sens physique du mot. Un de mes copains, Jean-Claude Soher de Paris Match, a été blessé, photographe. Les vitres du vieux palais du Festival de Cannes ont explosé, Et Günther Sachs a dit lorsqu'il est arrivé au bas des escaliers, surtout, ne me l'écrasez pas. Elle va être très fâchée
après Gunther de lui avoir fait subir ça, elle va se barrer toute seule à la Madrague et ne plus vouloir voir personne. Après cet événement, Brigitte Bardot ne veut plus accompagner son mari dans sa vie de jet-setter. Elle veut donc vivre seule, à Paris, à Saint-Tropez. Gunther Sachs le prend mal. C'est la fin du conte de fées. Leur relation se dégrade au point que, au cours d'une dispute, Gunther Sachs lui révèle qu'elle est la femme la plus cocue du monde et qu'elle a bien le droit de se venger. Brigitte Bardot se sent bafouée et trahie. Elle qui pour une fois s'était investie comme jamais dans ce mariage. Et c'est pourtant dans cette période trouble qu'elle va vivre l'une de ses plus grandes histoires d'amour. Quelques mois après le Festival de Cannes, Bardot prépare une émission de télévision pour le Nouvel An. Une émission entièrement consacrée à sa carrière musicale, qui s'appellera tout simplement le Show Bardot. Elle a déjà une trentaine de titres à son actif, mais les producteurs veulent des nouveautés. Ils font alors appel pour cela aux compositeurs les plus en vogue de l'époque. Parmi eux, Serge Gainsbourg, très impatient de rencontrer Bardot. Il lui dit qu'il a 2 chansons à lui proposer, à lui faire entendre. Et donc, il lui demande si elle dispose d'un piano. Elle lui répond que oui. Gainsbourg se rend alors à son domicile pour lui faire écouter ses chansons. Ils se sont déjà croisés quelques années auparavant sur un plateau de cinéma, mais cette rencontre plus intime les met tout de suite mal à l'aise. Ça va pas bien se passer au départ. Elle n'arrive pas à bien chanter le morceau. Donc, pour décoincer la rencontre, lui demande si elle a du champagne. Et au fil de la soirée, l'atmosphère se détend. Brigitte accepte de chanter du Gainsbourg. Quelques jours plus tard, les deux artistes se retrouvent au restaurant pour célébrer leur collaboration. Et c'est Brigitte Bardot qui va faire le premier pas. Ils ont été foudroyés totalement l'un à l'autre. Là, c'est absolument électrique. Ce soir-là, Bardot et Gainsbourg passent la nuit à faire la fête avant de rejoindre l'appartement au petit matin. Pendant des jours, ils s'y retrouveront le plus souvent possible, seuls au monde. Gainsbourg n'en revient pas. Lui, il a séduit la plus belle femme du monde, il a séduit une star, il ne pensait même pas, dans tous ses rêves, je pense, être un jour l'amant légendaire de Brigitte Bardot. Elle a découvert un poète. Vraiment, elle a été enthousiasmée par cette rencontre. Et lui, bon, on n'en parle pas. Lorsqu'ils quittent leur nid, Brigitte et Serge font attention à ne rien laisser paraître de leur romance. Brigitte est toujours mariée à Gunther Sachs. Alors dans la rue, le couple garde ses distances. Quand ils sortaient ensemble et qu'ils étaient plus ou moins cachés, elle lui disait toujours il y a un photographe, je le sens. Et lui disait non, et finalement, oui, effectivement, il y avait un photographe qui était dans les parages. Brigitte est vigilante. La rumeur court, mais les photographes n'obtiennent rien de vraiment compromettant. Moteur. Hop, remets-le une fois. En studio, pendant l'enregistrement, les deux amants évitent de croiser leurs regards, même si parfois les yeux de Serge Gainsbourg le trahissent lors de certains duos. Un petit ballon, s'il vous plaît. À ma connaissance, personne sur le plateau n'était au courant. On n'a jamais parlé de cette relation privée éventuelle, parce que c'était que des journaux qui, de temps en temps, sortaient une petite information. Hier, Brigitte Bardot a dîné dans tel restaurant avec Serge Gainsbourg. Mais c'était pas quand même quelque chose d'ouvert en grand. Pendant 3 mois, le couple parvient à garder sa relation secrète. Mais quelques jours avant la diffusion du show, ils vont finir par se faire démasquer.
Un soir, Brigitte Bardot lance un défi à Serge Gainsbourg. Elle lui demande de lui écrire la plus belle des chansons d'amour. Il y passe toute la nuit et finit par trouver le texte et la mélodie qui expriment le mieux ses sentiments. La chanson s'appelle « Je t'aime moi non plus ». Quand Brigitte Bardot la découvre au petit matin, elle reste sans voix. Elle a senti que c'était vraiment la plus belle déclaration qu'un homme lui ait faite. Une chanson très poétique, d'un érotisme torride, mais pas du tout pornographique et jamais vulgaire. Quelques jours plus tard, le couple se retrouve en studio pour enregistrer la chanson dans le plus grand secret. Les deux amoureux se laissent totalement emporter par le texte, oubliant même la présence des techniciens. Il y a une vraie tension, oui, on peut dire érotique. Ils ont mis un certain temps à enregistrer. Et finalement, disons que Brigitte Bardot a beaucoup aidé Serge pour son interprétation. Elle l'a encouragé, enfin bon, elle l'a décontracté. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. L'amour physique est sans issue. Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens, je me retiens. Une séance d'enregistrement qui ne va pas rester secrète très longtemps. L'information fuite dans la presse. C'est la preuve que les journalistes attendaient pour confirmer la rumeur qui court depuis des semaines. Quand Günther Sachs l'apprend, il se rend immédiatement chez Brigitte Bardot et lui ordonne d'interdire la diffusion de cette chanson. Il lui a dit « Non mais tu chantes pas ça, c'est fini, tu t'appelles Madame Sachs, Ah non, 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 ça passe pas, je fais un procès. Hein. » Son agent, Olga, lui met la pression. Elle lui dit que ce titre peut ruiner sa carrière. Pour la première fois de sa vie, elle recule devant le qu'en dira-t-on, devant l'opinion publique, devant la menace que son entourage fait peser sur sa carrière. Brigitte Bardot finit par rappeler Serge Gainsbourg. Blessé mais conscient de la situation, il accepte de faire retirer la chanson. Il va même déclarer à la radio que la décision vient de lui, pour protéger Brigitte Bardot. Je voudrais dire que ce n'est pas Günther Sachs qui a interdit le disque, la version avec Brigitte, c'est moi. Pour quelle raison? Parce que des journaux à scandale s'étaient emparés de l'affaire et je trouvais que ça avait pris une mauvaise tournure. Vous pouvez croire que c'était une déclaration directe. On pouvait croire ce que l'on voulait, mais ça tournait mal. Ce scandale marque la fin de leur parenthèse enchantée. Ils le savent tous les deux. Quelques jours plus tard, Brigitte doit partir en tournage en Espagne. Serge Gainsbourg vient lui rendre une dernière visite. Il cache dans sa valise des dizaines de petits mots d'amour. Les deux amants font même un pacte de sang. Elle s'entaille l'index, écrit « Je t'aime » avec son sang. Lui fait la même chose et écrit « Moi non plus ». Brigitte Bardot part pour l'Espagne et retourne vivre avec son mari. Serge Gainsbourg, quant à lui, se retrouve seul à Paris. Brigitte Bardot ne le savait pas, mais il venait juste d'acheter un grand appartement, rue de Verneuil, pour l'accueillir. Il va finalement s'y installer seul, entouré d'affiches et d'objets,
à l'effigie de Bardot. Serge Gainsbourg mettra des années à se remettre de sa rupture avec Bardot. Jusqu'à la fin de sa vie, son image entra à son appartement de la rue de Verneuil. Quant à la chanson « Je t'aime moi non plus », il finira par l'enregistrer avec Jane Birkin, sa nouvelle compagne. À la fin de l'année 1967, Brigitte Bardot, quant à elle, est au sommet de sa gloire. Elle a déjà tourné dans près de 40 films. Elle est surtout devenue la meilleure ambassadrice de la France dans le monde. Un statut d'icône nationale qui va susciter l'intérêt en très haut lieu. When you go away on vacation, come to France. You too will feel at home. Depuis des années maintenant, les publicitaires ont compris comment utiliser l'image de Brigitte Bardot pour vendre le savoir-faire à la française. I am Brigitte Bardot, and I love it when they say, Brigitte, you still don't look a day over 30, but I have my secrets. And one of them is Aqualia from L'Oréal. C'était vraiment la personne qui représentait le plus la française, en fait. La très très jolie française. Elle est typiquement française. Elle faisait vendre des voitures, elle faisait vendre des films, elle faisait vendre des photos, elle faisait vendre des robes. Elle rapporte plus de devises à la France que la régie Renault. Donc ça lui donne aussi un statut vis-à-vis du monde politique, du monde économique. Et l'un des plus grands admirateurs de Brigitte Bardot, c'est le général de Gaulle. En novembre 1967, il lui fait envoyer une invitation pour la soirée des arts et des lettres organisée chaque année à l'Élysée. Brigitte est ravie, elle rêvait de rencontrer le général. Elle a toujours été gaulliste, profondément gaulliste, elle a toujours admiré le général. Il est son idole, il incarne les valeurs de la France, la moralité, la droiture. Le 5 décembre 1967, toutes les grandes stars du moment entrent à l'Élysée. Mais celle qui crée l'événement cette année-là, c'est Brigitte Bardot. Elle arrive au bras de son époux, Günther Sachs, dans une tenue pas du tout protocolaire. On avait donné à Brigitte l'instruction de s'habiller en robe, la petite robe noire, et le chignon, qui était la tenue du protocole à l'Élysée. Elle était habillée en tenue de hussard à Brandebourg. C'était assez étonnant de la voir arriver habillée comme ça. Elle avait osé. C'est extraordinaire, il n'y a qu'elle qui pouvait faire ça, et avec une sûreté, une assurance magnifique. Dans la salle de réception, une femme ne cache pas son désarroi. L'épouse du général, Yvonne de Gaulle, ne voulait pas inviter Brigitte Bardot à ce dîner. La générale s'est opposée, parce que Brigitte Bardot était divorcée 2 fois, elle était mariée avec Günther Sachs, parce que Brigitte Bardot était une chose qui se promène toute nue selon la générale. Et cette tenue extravagante ne fait que la conforter dans cette position. La générale, qui était là derrière les portes de verre, a manqué à avoir une commotion. Oh, elle a fait gloups. L'audace de Bardot semble en revanche amuser le général de Gaulle. Quand elle est arrivée, le général a dit « chic, un militaire ». Brigitte lui dit d'abord « Bonsoir général » et il lui répond « C'est le cas de le dire ». Durant tout le repas, le général est subjugué par la beauté et le culot de l'actrice. Et ça tombe bien, car il ne l'a pas fait venir pour rien. Il a une idée derrière la tête, mais ce n'est pas le moment de lui en parler. Il m'a dit des choses très charmantes. Il voit vos films. Il m'a dit qu'il les avait. Oui. Il vous a parlé d'un film en particulier? Oui, Vive à Maria. Vous l'avez vu plus d'une fois? Alors, je ne sais pas s'il l'a vu plus d'une fois, mais il a dû le voir au moins une fois. Merci. Quelques jours plus tard, Brigitte Bardot apprendra qu'elle a été choisie par l'Élysée pour incarner le nouveau visage de la République française. On lui a dit, ben voilà, vous avez été choisi par le général de Gaulle pour représenter Marianne. Elle était extrêmement fière. Pour elle, donc, devenir l'incarnation de la République, avec le bonnet phrygien et les seins à l'air, ben,
c'est Brigitte Bardot. Regardez-la bien. Cette Marianne n'est pas tout à fait comme les autres. Vous l'avez reconnue? Oui. En effet, il s'agit de Marianne Bardot. Jamais une star de cinéma n'avait servi de modèle pour Marianne. Une nouvelle fois, Bardot fait évoluer les mœurs malgré elle. Les Français dans l'ensemble approuvent ce choix, surtout les hommes. Brigitte en Marianne ou Marianne en Brigitte, c'est une riche idée. Oui, des peu pas. Surtout pour ses formes, c'est avantageuse. Pas la République, mais la Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, c'est Brigitte Bardot. Marianne, moi je la trouve bien comme elle est. Le buste de Brigitte Bardot trône désormais dans 8000 mairies en France et fixe à jamais sa beauté comme une statue antique. Une beauté désormais éternelle, mais qui semble pourtant lui échapper. Est-ce que vous imaginez sans le cinéma? Oui, je m'imagine sans le cinéma. De quelle manière? D'une manière sereine. J'ai appris à pouvoir me passer de tout. 64 premières. En 1969, interviewée sur le tournage de L'Ours et la Poupée, Brigitte Bardot évoque pour la première fois la possibilité d'arrêter le cinéma. N'importe quel homme normal serait troublé. Le métier en lui-même ne lui a jamais plu, mais aujourd'hui c'est une autre raison qui lui fait se poser des questions. Elle souffrait de ce que représentait pour elle ce mythe qu'elle était. De plus en plus sur les tournages, Brigitte traîne dans sa loge et tarde à rejoindre le plateau. Elle ne se reconnaît plus, elle a peur de décevoir. On pouvait l'attendre 1 heure, 2 heures. Elle restait au maquillage, elle se jaugeait dans le miroir. Elle me disait « je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Je ne veux plus avoir à me voir en projection et à me voir vieillir. » À l'été 1973, Brigitte Bardot va alors prendre une décision irrévocable. Pour son 48e film, Colline aux trousses chemises, elle doit tourner une scène de nu aux côtés de Francis Huster. Elle va bientôt avoir 39 ans et pour la première fois, se sent très mal à l'aise en entrant sur le plateau. C'est pas 84e. Vas-y. Qu'est-ce donc? Ne reconnais-tu pas la douce senteur du poivre? J'ai ainsi vibré tes fesses. Ah, délicieusement. Brigitte Bardot joue le jeu, mais le soir même, en retournant dans sa loge, elle appelle son agent. Elle veut faire une déclaration à la radio. Ce sera son dernier film. Ce sont vos adieux au cinéma. Ouais, je pense. Vous savez qu'on vous regrettera beaucoup sur les écrans et tous les Français également. On lui a proposé de tourner avec Marlon Brando, on lui a proposé des rôles de guest star dans des séries américaines comme Dynasty par exemple. Elle a tout refusé. Puisque maintenant vous dites que le cinéma c'est terminé, donc après ça va être quoi? Ça va être les voyages, ça va être le repos, la lecture? Ça va être la vie. C'est une actrice qui aurait pu continuer des années. Hein? Elle a fait un choix dans la vie. L'arrêt du cinéma, ça a été une libération. Pendant 3 ans, Brigitte Bardot s'interroge sur cette nouvelle vie. Le déclic arrive au début de l'année 1976. Elle est seule chez elle lorsqu'elle tombe sur un reportage bouleversant à la télévision. Chasse, massacre ou boucherie. C'est comme on voudra, mais ce qui est sûr, c'est que 250 000 bébés phoques seront légalement écorchés vifs dans les 2 mois qui viennent. Les images sont carrément insoutenables. Les chasseurs torturent sans scrupule aucun ces animaux. Et ça la touche au plus profond de ses entrailles. Elle a toujours été sensible à la cause animale, mais ce reportage lui donne envie de partir au combat. Et pour une fois, sa notoriété pourrait même lui être utile. 1 an plus tard, Bardot s'envole pour le Canada. Elle a appris qu'une opération allait être lancée par le militant écologiste Franz Weber. Elle lui a écrit une lettre. Cher Franz Weber, si vous le voulez,
Je suis avec vous. Mon temps, mon nom, mon argent. J'aimerais tant être utile à cette cause. Brigitte Bardot. Je l'ai vu. On a discuté. Il dit, je vais au Canada. Oh, je viens avec vous, je viens avec vous. L'opération commence bien. La présence annoncée de la star a attiré la presse internationale. Et c'est le Français Alain Bougrain-Dubourg qui obtient sa première interview à la descente de l'avion. Vous pensez que la cause que vous défendez va être entendue? Oh là là, j'espère, mon Dieu. C'est tout ce que je souhaite. Il faut qu'elle soit entendue. De toute façon, maintenant, ça suffit. Le monde entier est révolté, est écœuré. Elle était stressée immanquablement, mais elle était déterminée. Et elle avait la conviction, son déplacement lui permettrait de changer les choses. Mais tout cela ne sera pas aussi simple. D'abord parce que le gouvernement canadien refuse de donner les autorisations de vol. Les autorités canadiennes ne veulent pas que les médias témoignent de la réalité. Donc, ils inventent un truc surréaliste pour ne pas déranger les phoques. Il ne faut pas qu'on aille en hélicoptère sur la banquise. Ensuite, parce que la météo s'en mêle. Le lendemain de son arrivée, une tempête de neige s'abat sur le camp de base. On s'est réveillé, il y avait un mur de neige, il y a eu c'était infranchissable. L'hélicoptère qui devait emmener Brigitte sur la banquise est cloué au sol. Les journalistes s'impatientent, alors elle décide d'organiser une conférence de presse au pied levé, mais l'atmosphère est tendue. À ce moment-là, elle rentre avec Franz Weber, et elle rentre comme ça, sans un sourire. J'aurais voulu faire mon premier voyage au Canada dans des conditions différentes. Je voudrais le silence, s'il vous plaît. Les journalistes sont à l'écoute, mais Brigitte prend tout de suite un ton agressif. Si je fais le voyage de France jusqu'ici, c'est pas pour faire du tourisme, ni pour me faire photographier comme au Festival de Cannes. Brigitte se rend compte que c'est sa personnalité qui intéresse les gens beaucoup plus que la campagne et le massacre qu'elle veut défendre. Elle devient ce qu'elle est en pareille circonstance, c'est-à-dire un peu violente et en même temps pleine d'émotions, au bord des larmes. Toutes les émotions passent. Parce que j'espère que vous comprendrez. Et elle finit par faire ce qu'il ne fallait pas, s'attaquer aux chasseurs. L'argument qu'on nous oppose, c'est que vont devenir les chasseurs. Chasseurs, c'est un grand mot pour ce qu'ils font, les bouchers, disons. Des bouchers, la chasse ici est une coutume ancestrale. Et les journalistes canadiens présents dans l'Assemblée n'entendent pas lui pardonner. Elle a eu droit absolument à tout, l'ancienne starlette, la mère qui a abandonné son enfant, est-elle droguée? Brigitte a toujours eu des mots qui apparaissent comme durs et qui sont parfois incontestablement maladroits. Et parfois, c'est préjudiciable à la cause qu'elle défend. De toute façon, quoi qu'il arrive, le phoque est en voie de disparition. L'opération médiatique est en train de tourner au fiasco, lorsque soudain les conditions météo s'améliorent. Brigitte m'appelle. Franz, il fait beau. Est-ce que tu me prêtes un hélicoptère? Bien sûr. Alors, je réveille le pilote pour qu'il amène Brigitte. Elle sait maintenant qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, montrer un bébé phoque pour toucher l'opinion publique. Mais il faut faire vite. La météo se dégrade à nouveau. Il y a la mer qui appelle. Et tu sais qu'il y en a encore un près de la mer, là-bas, regarde. Ce que c'est mignon, ce que c'est mignon. Elle ne peut rester sur place que quelques minutes. Comment on peut les tuer? Juste le temps de prendre une image qui fera le tour du monde. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque. Et voilà ce qu'on tue. Par centaines de milliers pour la fourrure. Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiants, adorables. Ces petits bébés merveilleux. Voilà. On les tue pour faire des jouets en peluche, des bébés phoques en peluche, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos. Et voilà. On les aura, va. L'opération terminée, Brigitte Bardot rentre à Paris, exténuée. Entre-temps, elle a découvert les commentaires dans la presse. Personne ne l'a prise au sérieux. Lorsque je la retrouve à Paris
Le matin de son retour, moi je l'attends boulevard Lannes, avec une équipe télé, et elle est en larmes. J'ai pas dormi depuis 36 heures, je sais plus très bien où j'en suis. J'étais tellement contente de rentrer en France. Et je vois que la presse française m'a descendue en flammes. Elle est très blessée, très meurtrie de ce retour qui se solde par un échec. Brigitte, que ressort-il de ce que vous avez fait, de positif? De positif, c'est que je suis en règle avec moi-même, que j'aurais jamais pu faire plus. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ça, c'est déjà très positif. Et puis de positif aussi, c'est que j'ai remué l'opinion publique canadienne. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Allant sur place, elle espérait faire bouger les consciences beaucoup plus vite. Et elle se rend compte que le combat va être dur. Brigitte Bardot pensait commencer une nouvelle vie avec ce combat pour les animaux, mais une fois encore, son image la dessert. Alors elle s'isole à nouveau et sombre dans la dépression. La seule question que se posaient ses proches, ainsi que ses amis qui l'aimaient beaucoup, c'est « est-ce que Brigitte est heureuse ?» Finalement, c'est la question récurrente. Est-ce qu'elle ne souffre pas trop? Est-ce qu'elle est heureuse? Pour panser ses blessures, Brigitte Bardot retourne à la Madrague à Saint-Tropez. Elle ne souhaite pas infliger sa souffrance aux autres. Elle se coupe du monde. Je pense que Brigitte a eu des moments de solitude, comme tout le monde, mais particulièrement... C'est particulièrement difficile quand on s'appelle Brigitte Bardot. Elle s'est isolée, c'est ça. Quand on lui téléphonait, c'était « Non, madame n'est pas là ». C'est elle qui l'a choisi, avec quelques personnes autour d'elle, très peu. Pour plus être blessée, pour plus être trahie, pour plus être attaquée, pour plus être critiquée. C'est une période très sombre où elle sentait qu'elle passait un cap de vie, qu'elle vieillissait, donc elle était déprimée. Brigitte Bardot va alors traverser une nouvelle période sombre. Elle perd ses parents et tente une nouvelle fois de mettre fin à ses jours. À l'aube de ses 50 ans, Brigitte Bardot n'a plus aucun repère, une seule passion la fait encore tenir, sa passion pour les animaux. Alors pourquoi ne pas y consacrer sa nouvelle vie ? En 1987, elle décide de tout sacrifier pour ce combat. Elle veut créer une fondation, mais pour cela, il lui faut de l'argent, sans aucune hésitation. Elle organise une vente aux enchères et se sépare de l'ensemble de ses biens. Ce jour-là, Brigitte Bardot est anxieuse. La salle des ventes est pleine à craquer. Elle n'a pas fait d'apparition publique depuis 5 ans et elle a encore l'amer souvenir de son expédition au Canada. Elle a peur une fois encore de ne pas être prise au sérieux. Avec une demi-heure de retard, je viens la chercher et je lui dis Brigitte, ça y est, maintenant c'est le moment, il faut qu'on y aille. Et il faut que la vente marche. Hein, il faut que alors, oui, mais viens, tu es avec moi. Oui, je suis avec toi. À ce moment-là, tout le monde se lève et c'est une ovation. Une ovation, mais comme on ne voit jamais. Elle commençait à frissonner parce que c'était tellement émouvant. Au total, elle a mis en vente plus d'une centaine d'objets personnels. Son célèbre buste de Marianne, sa guitare, des vêtements, des bijoux. Elle doit récolter plus de 3 millions de francs. Alors elle a accepté tous les sacrifices. Chaque objet qui était présenté à la vente, c'était un pan de sa vie qui tombait au bénéfice d'un autre pan de sa vie qui allait se construire. C'était extrêmement fort et émouvant. C'était une façon de tirer un trait, ça, sur sa vie, justement, superficielle. Je crois qu'elle a été dans le don d'elle-même. Adjugé 10 000 €. 14 000. De l'émotion et des surprises comme ces bracelets que lui avait offert Günther Sachs le lendemain de leur folle soirée au casino.
c'est lui-même qui les rachète ce jour-là pour lui offrir une seconde fois. J'avais mes collaborateurs à côté, alors je disais tous les 10 numéros, après je disais, on en est où? Alors je disais, on en est à 1 20 000. Ah, ça va être long. Et ainsi, alors elle est combien? 1 400 000. Et bon, alors je disais ça, il faut absolument que je mette 3 millions. Les enchères montent rapidement. Brigitte commence à se détendre et à plaisanter. Elle veut tout vendre jusqu'au marteau du commissaire-priseur. En seulement 3 heures, tout est vendu. L'objectif financier est atteint, elle va pouvoir monter sa fondation. Cette fois, plus personne ne pourra l'arrêter. Et là, elle est rayonnante. J'avais en face de moi cette femme qui tout d'un coup n'était plus la même. Elle changeait de vie. Elle était devenue la dame qui s'occupait des animaux. Je voulais vous dire aussi que j'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes et que je donne ma sagesse et mon expérience maintenant et le meilleur de moi-même aux animaux. Merci. À partir de ce jour-là, Brigitte Bardot va consacrer tout son temps et tout son argent à sa fondation. Elle hypothèque même sa maison, la Madrague, pour enflouer les caisses. En 1992, elle obtient le statut d'utilité publique. À mon avis, ça valait toutes les légions d'honneur du monde, parce que finalement, c'était son engagement que l'État reconnaissait publiquement. Et elle allait pouvoir travailler avec des dons. Ce qu'il y a eu d'important dans cette fondation, c'est l'idée que son combat lui survive. Les années passent et plus personne ne doute de sa légitimité. Elle est envoyée auprès du pape en tant qu'ambassadrice de la cause animale à travers le monde. Elle rencontre des ministres, des chefs d'État. Elle arrive à faire passer plusieurs décrets. Elle sait de quoi elle parle, elle le fait avec passion, elle n'entend pas nécessairement les objections qui peuvent être formulées, ce qui lui vaut peut-être de temps à autre quelques difficultés avec les gens qui ne sont pas de son avis, mais incontestablement sincère. En 1995, 8 ans après le lancement de sa fondation, tout semble aller pour le mieux. Lorsqu'une affaire personnelle et douloureuse la plonge au cœur d'une polémique. Cette année-là, à la demande générale, Brigitte Bardot achève l'écriture de ses mémoires. Elle s'est dit, bon, depuis le temps que les éditeurs veulent que je sorte mes mémoires, je vais les faire. Seulement à une condition, il faudra que l'éditeur qui va prendre mes mémoires les accepte, c'est que je dis tout ce que je veux et on ne coupe rien. Le cinéma, les hommes, les trahisons, Brigitte Bardot ne veut rien éluder. Elle veut surtout rétablir ses vérités. Et il y en a une qui lui tient particulièrement à cœur, l'histoire de son fils Nicolas. Brigitte ne s'en est jamais occupée. Au moment du divorce avec son père, Jacques Charrier, elle a renoncé à en avoir la garde. Nicolas n'avait que 2 ans. Depuis, elle n'a accepté qu'une seule séance photo avec lui pour un magazine. C'était en 1967. Mais ils n'ont jamais eu de relation suivie. En 1982, elle s'en expliquait pour la première fois. J'étais pas capable d'élever Nicolas. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Peut-être maintenant moins, mais en tout cas à l'époque, j'avais besoin d'avoir une mère et pas d'avoir un enfant. Alors qu'est-ce que j'aurais montré à cet enfant? Une vie de folle, la vie que j'avais, c'est-à-dire pleurant tout le temps, sortant n'importe comment avec n'importe qui. C'était une vie pas possible pour un enfant. Dans ses mémoires, 13 ans après cette interview, elle tente de s'expliquer à nouveau. Mais quand elle évoque sa grossesse dans le livre, Brigitte Bardot choisit des mots d'une extrême dureté. C'était un peu comme une tumeur qui s'était nourrie de moi, que j'avais portée dans ma chair tuméfiée, n'attendant que le moment béni où l'on m'en débarrasserait enfin. Le cauchemar arrivait à son paroxysme, il fallait que j'assume à vie l'objet de mon malheur. Impossible, je préférais mourir. Au moment où sort le livre, Nicolas a 37 ans. Il vit en Norvège avec sa femme et sa fille, mais vient de temps en temps passer des vacances chez sa mère. Brigitte Bardot affirme qu'elle lui a fait lire les passages le concernant avant de les publier et qu'il les a donc validés. Je le revois arriver avec les mains en disant « Bon, je les ai lus, non, il n'y a pas de problème. Je savais que ça s'était passé comme ça, je savais que maman
Maman avait eu du mal, bon, avec cet accouchement et avec ma naissance et tout. Bon, mais la preuve, je suis là, on s'entend très bien, il y a plus de soucis maintenant et tout. Mais c'est le père de Nicolas, Jacques Charrier, qui va réagir violemment à la sortie du livre. Sa vie est entachée de cet abandon de ce fils qu'elle a aimé au début et qu'elle a laissé tomber. Confortée par l'idée qu'elle est toujours un mythe, elle croit qu'elle peut tout faire, qu'elle peut tout dire, qu'elle peut tout écrire. Nicolas finit par se ranger du côté de son père. Les deux hommes prennent rendez-vous chez une avocate et portent plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée. Alors comment va réagir Brigitte Bardot? Elle a été complètement meurtrie parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à un procès de la part du père et du fils. Le 5 mars 1997, Brigitte Bardot est condamnée à verser 250 000 francs à Jacques Charrier et à son fils Nicolas. Cependant, le livre n'est pas retiré de la vente. Avec ce livre et ce procès, l'image de Brigitte Bardot est une nouvelle fois entachée. Ses apparitions médiatiques se font de plus en plus rares et l'écriture devient son unique mode d'expression publique. Le problème, c'est qu'elle écrit tout ce qu'elle pense et que parfois cela choque et dérange. Entre 1996 et 2000, elle est condamnée à 3 reprises pour des propos racistes ou homophobes dans la presse ou dans ses livres. En 2003, elle récidive pourtant avec Un cri dans le silence, un livre sur sa vision de la France, des propos durs, troublants et violents. Beaucoup ne reconnaissent plus Bardot et certains s'interrogent, est-elle manipulée? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir et de recevoir comme il se doit Mademoiselle Brigitte Bardot. Allez-y. Le 5 mai 2003, Brigitte Bardot est sur le plateau d'On ne peut pas plaire à tout le monde, une émission de débat qui aime la polémique. Elle a accepté l'invitation car elle connaît bien Marc-Olivier Fogiel. Mais ce jour-là, l'équipe de l'émission est dans l'embarras. 2 jours avant l'enregistrement de l'émission avec Bardot, on découvre donc qu'un livre est annoncé par un éditeur. Donc évidemment, on tombe des nues parce qu'elle ne nous en a jamais parlé. Et là, c'est la stupeur. On découvre un bouquin absolument haineux. Dans ce pamphlet contre la société contemporaine, Brigitte Bardot s'en prend pêle-mêle aux politiques, aux fonctionnaires, aux écologistes, aux artistes, aux homosexuels. Elle dénonce l'islamisation du pays et la perte des valeurs et des traditions françaises. Bref, elle déteste la France dans laquelle elle vit et elle l'écrit sans ménagement. Cette femme caractérielle qui dit toujours ce qu'elle pense, va commenter les mœurs de son époque pour les dénoncer sur le thème fondamental de « c'était mieux avant ». Faisons-le comme ça, vous êtes d'accord pour dire ça? Je suis d'accord. Alors forcément, Marc-Olivier Fogiel va aborder le sujet à la fin de l'émission. On ne va pas éclipser les choses qui fâchent. On va parler et terminer avec ce livre qui est sorti bien malgré nous. On ne pensait pas faire une émission à cette occasion-là. Écoutez, on fait une émission divertissante, une émission agréable, qui n'est pas une émission littéraire, et on va arrêter de parler de ça. Brigitte, qui avait écrit ça vraiment comme un coup de gueule, qui avait voulu jamais atténuer ses propos, bon, bah, elle s'était pas préparée à répondre du tout aux questions, et on la sentait un petit peu déstabilisée. Pendant le moment, c'est silence de cathédrale, quoi. Tout le monde tremble, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Elle se retourne vers moi et moi je lui fais « tire-toi hein ». Et elle me fait un signe « oui », du style « j'ai compris, ne t'en fais pas, je vais m'en aller ». Brigitte Bardot est mal à l'aise et elle menace de quitter le plateau. Je m'en vais. C'est trop facile, vous fuyez, Ah c'est de la lâcheté. Non, non, ça je suis pas une fille lâche. Bah, la preuve. Et là, elle est restée. Parce que Brigitte, bon, on la traite pas de lâche. C'est pas juste des gens comme ça qui décident de changer de sexe un jour pour faire rire, quoi. Marc-Olivier Fogiel aborde alors les sujets sensibles. Vous dites à un moment donné, les musulmans, 5 millions de alors musulmans en moi, je trouve France. que ça commence à faire trop. Comment ça commence à faire Oui, ça trop fait trop. Oui. Et puis soudain, un homme vient s'asseoir dans le public derrière Brigitte Bardot. C'est Bernard Dormal, son époux. J'ai voulu l'arrêter quand j'ai vu que Brigitte en avait marre et puis elle souffrait, elle répondait plus. Cela fait 11 ans qu'ils sont mariés, un mariage qui avait déjà fait polémique à l'époque. Bernard Dormal est un proche de la famille Le Pen. Le couple avait même été pris en photo en week-end sur le bateau du leader du Front National. Quand cette photo est publiée dans la presse à ce moment-là, tout le monde est surpris. Qu'est-ce qu'elle fait sur un yacht à côté de Jean-Marie Le Pen?
Brigitte Bardot a toujours parlé d'un mariage d'amour. Mais l'arrivée de son mari sur le plateau, au moment où sont évoqués les thèmes sensibles, pousse le présentateur à lui poser la question qui fâche. On a invité Brigitte Bardot, pas son mari. Est-ce que vous considérez avoir été manipulé par votre mari? Oh non, non, il n'est pas né celui qui va me manipuler. Vraiment pas né. Écrit dans le silence, elle l'a écrit toute seule. Contrairement à ce qu'on a pu dire, il n'a pas été dicté par personne. C'est-à-dire que même son mari l'a découvert un jour en même temps que moi. Ça lui est venu comme ça, je l'ai laissé faire. Quand j'ai lu, j'ai dit, tu vas avoir des problèmes. Mais il faut laisser faire. On aurait souhaité que le livre ne sorte pas au moment de cette émission comme c'était prévu au départ, puisqu'il n'y avait pas de livre du tout quand vous a contacté Brigitte Bardot. Merci beaucoup. Brigitte Bardot décide alors qu'elle ne viendra plus jamais à la télévision. Mais l'affaire du livre n'en reste pas là. La star est une nouvelle fois traînée devant les tribunaux. Plusieurs associations portent plainte pour incitation à la haine raciale. Brigitte Bardot s'est effondrée en larmes en écoutant la plaidoirie des parties civiles. Elle ne cultive pas la haine, dit-elle, elle a juste des convictions. Ce sera sa 4e condamnation. Mais cette fois, elle accepte de présenter ses excuses. Elle rencontre le recteur de la mosquée de Paris. Elle envoie une lettre à la communauté homosexuelle. Non pas qu'elle regrette ses propos, elle a simplement peur des répercussions pour sa fondation. Sa fondation, c'est sa vie. Du coup, sans doute, s'en veut-elle d'avoir mis la fondation en situation de précarité par ses propos. Homosexuels, mes amis de toujours, je vous aime. Restez tels que vous êtes et continuez de m'accepter tel que je suis avec mon pire et mon meilleur. Je suis convaincu que Brigitte Bardot n'est pas raciste. Je suis même convaincu qu'elle n'est pas homophobe, en réalité. Mais qu'en revanche, elle a peur du monde d'aujourd'hui. On raconte qu'elle est misanthrope, oui, elle est un peu. Mais dans l'ensemble de l'humanité, mais individuellement, elle aide plein de gens, elle fait plein de choses pour les gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais elle n'en parle pas parce que c'est pas son combat. Brigitte Bardot se sent une nouvelle fois incomprise. Mais c'est surtout le monde qui l'entoure qu'elle ne comprend plus. Alors elle s'isole, une fois encore. Elle retourne à Saint-Tropez et coupe les ponts avec son entourage. Elle est retirée du monde, vivant et actif. Elle ne sort plus. Elle est entre sa madrague et la garrigue. Maintenant, entourée de ses animaux. Alors, elle a un mari, elle a 2 personnes autour d'elle. Et de temps en temps, un ami de passage, une amie de passage. Sinon, voilà, elle ne voit plus beaucoup de monde. Elle ne voit plus personne. Mais elle ne veut pas qu'on l'appelle. Alors moi, je respecte ça. Ça me crève le cœur parce que j'aurais envie de l'appeler. Elle s'est fait un monde à elle. Sa seule préoccupation, c'est encore et toujours son combat pour la défense animale. Elle y consacre tout son temps. Elle a encore des rêves et des projets. Et son grand rêve, pour ses 80 ans, ça serait vraiment de voir une grande victoire pour les animaux. Mais elle vit aussi dans la nostalgie d'un passé révolu. Chaque jour, lorsqu'elle arrive à la garrigue, elle ouvre son courrier. Des centaines de lettres de fans qui lui arrivent encore du monde entier. Et elle prend le temps d'y répondre. C'est les dédicaces, c'est les demandes de livres. On lui demande encore de tourner dans des films, on lui demande de préfacer des livres, on lui propose des sujets de documentaires, etc. Ça vient de Sibérie, du Japon, du Pérou, du fin fond du Texas, de Sumatra. Enfin, c'est complètement extraordinaire de penser que 60 ans plus tard, cette jeune bourgeoise du 16e arrondissement est devenue ce qu'elle est devenue. 40 ans après la fin de sa carrière au cinéma, Brigitte Bardot reste un mythe vivant. Elle aura passé sa vie à essayer de s'en détacher, mais même en se coupant du monde, l'empreinte qu'elle a laissée sur son époque semble à jamais indélébile. Finalement, c'est ça qui fait que sa popularité, c'est d'être ce qu'elle est. Voilà. Alors, on aime, on n'est pas toujours d'accord, on peut la détester, ça peut arriver, mais elle est comme ça. Faut surtout pas toucher à ce qu'elle est. Voilà.
Elle a toujours été libre et elle le paye très cher, cette liberté. Bonsoir Brigitte Bardot. Bonsoir. On est où ici? On est à la Garrigue. La Garrigue, c'est quoi la Garrigue? C'est mon petit paradis secret de Saint-Tropez. Là, vous accueillez tous ces animaux que vous aimez. Ben, là où... C'est là surtout que je me préserve de la foule de l'été, de la foule en général, et qui envahit la Madrague. Mhm. Vous êtes en paix, quoi, ici. Oui. Protégé. Oui. La Madrague, c'est devenu un lieu où bébé, Bardot, on vient visiter, on vient regarder, il y a ces bateaux qui passent. Ça a été aussi fatigant, usant. La Madrague, c'est devenu la tour Eiffel de Saint-Tropez. Donc, tous les bateaux se mettent devant la Madrague et dans des canicules toute la journée. Donc aujourd'hui, vous avez plutôt envie de la fuir? Je la fuis toute l'année parce que je l'aime le matin et je l'aime le soir. C'est un peu comme un vieux mari et un jeune amant. Alors, le vieux mari, c'est la Madrague, et le jeune amant que je vois dans la journée, c'est la Garrigue. Vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, à l'image, ou un petit peu comme ça, de manière un peu furtive? Non, et c'est très exceptionnel que même un peu de profil, je vous laisse me filmer. Voilà. Vous avez une explication à ça? Quand on mange trop de chocolat, on a une indigestion. Et moi, j'ai une indigestion des photographes et des gens qui m'ont poursuivi toute ma vie, et des films qui ont été faits, des photos, auxquels je ne m'attendais pas. C'est venu brutalement, cette indigestion? C'est venu doucement, mais sûrement. Et vous l'avez imprimé de votre marque, cette période-là, cette époque-là? C'est sûr que je l'ai imprimé de ma marque, oui. Vous aviez été cette beauté insolente pour certains, même? Mais oui, insolente, bien sûr. J'aime bien être insolente. Je sais, on a adoré ça. Vous nous avez appris plein de choses, vous avez appris plein de choses, hein, des millions de femmes à travers le monde. Qu'être insolente, qu'être légère, qu'une femme ait le droit de regarder un homme si elle avait envie. C'est pas mal ça pour des millions de femmes. Mais c'est très Avoir bien. le baisser les yeux, vous moi, savez. je sais pas ce qu'elles ont fait, les femmes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, moi, et j'ai bien fait. Est-ce que vous avez conscience de l'impact de ce que vous faisiez, de ce que vous provoquiez? Non, vous non, assumiez non, cette non, idée non, d'être non. cette femme libre qui était comme ça? J'avais aucun impact à assumer. J'étais comme j'étais. Voilà, j'ai toujours été comme ça. Et encore maintenant, j'ai pas changé. Le fait d'être un sexe symbole. Oh, ça. écoutez, c'est fini ça. Oui, mais à l'époque, c'était. Oui, non, mais à l'époque, je savais pas, je sais pas. Vous saviez pas? Non, ça m'intéressait pas, ça. Ça m'a jamais intéressé, je m'en fous. Vous refusiez l'idée d'avoir été un mythe? Je refuse rien du tout. Mais? Non, je refuse rien, je crache pas du tout dessus. Parce que le fait d'avoir été connu dans le monde entier par le cinéma me permet et m'a permis au départ de structurer plus fermement cette fondation et d'en faire quelque chose de plus solide que si j'avais jamais été connue. L'enfance, ça a été une période heureuse ou une période déjà de révolte? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez ressenti l'idée de fuir? Est-ce que votre père vous a imposé à un moment donné une forme de rigueur quand même? À l'époque, c'était dur et difficile à supporter. Oui, j'ai eu des envies de fuir, oui. Mais enfin bon, j'ai fui en épousant Vadim, en fait. Vadim, c'est ça, ça a été le ticket de sortie, quoi. Oui. Oui. Vous êtes tombée amoureuse de lui très vite? Oui, mais alors c'était pas bien du tout, parce que lui n'était pas conforme à ce que... Ce que vous pensiez ou ce que votre père pensait? Moi, il était conforme à ce que je pensais. Mais ce que mes parents pensaient, c'était pas vraiment ça, non. Votre père, il va vous faire vivre l'enfer avec Vadim. C'est-à-dire, impossibilité de le voir, pression sur lui, même en lui disant, voilà, si tu revois ma fille, ça va très très mal se passer. Il y a même cette phrase qui est incroyable, c'est, il avait un pistolet, votre père? Oui, l'histoire du pistolet, oui, c'est vrai. Il dit, si Vadim, je le vois? Non, il a dit, si vous manquez de respect à ma fille, je vous tue. Et maman arrive derrière et dit, si mon mari le fait pas, c'est moi qui le ferai. Alors, comme on était quand même en faute,
On a passé un sale quart d'heure, là. D'où l'envie de fuir, de D'où l'envie partir. de fuir, voilà. Quand vous étiez plus jeune, très jeune, vous ne vous trouviez pas très très jolie? J'étais très laide. Non, mais c'est vrai que j'étais pas belle. Hein. J'avais des cheveux châtains raides comme des baguettes, j'avais des lunettes et un appareil pour me redresser. Les dents. Qui n'a rien dressé du tout de reste. Et heureusement, parce que comme ça, j'ai mes dents de lapin. Et progressivement, le papillon va apparaître. Il y aura ce film, Et Dieu créa la femme. Film incroyable, dans lequel vous êtes d'une beauté inouïe. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, avec ce personnage que vous interprétez? Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous voyez à l'époque? Je me vois pas souvent parce que je regarde pas mes films. Je sais que j'avais déjà fait des films avant, qui étaient tous des trucs, des navets épouvantables, bon. Sauf La Parisienne qui était rigolo, je crois. Mais à part ça, c'était pas terrible. Et quand j'ai tourné Dieu créa la femme, Vadim m'a laissé faire, m'a laissé être maquillée comme j'avais envie, c'est-à-dire pas maquillée, coiffée comme j'avais envie, c'est-à-dire pas coiffée, et habillée comme j'avais envie, c'est-à-dire pas habillée. La liberté. Voilà, alors j'étais comme j'avais envie d'être, et ça a déclenché des scandales, des foudres de critiques ou d'applaudissements. Enfin, ça a été incroyable. Ah oui, ça a été incroyable. Les hommes, on a parlé de votre père, on a parlé de Vadim. Il y en a eu plusieurs. De quoi? D'hommes dans votre vie? Ben heureusement. Quelques-uns, quand oui. même. Ben oui. Ils ont tous compté? Chacun à leur mesure? Écoutez, chaque personne qui a partagé ma vie m'a apporté quelque chose que j'ai gardé parce que chacun était enrichissant pour moi et ce qui a été négatif, j'oublie. Je garde ce qui a été positif. Oh, allez, on en prend quelques-uns. Günther Sachs, c'est quoi? Ça a été magique et en même temps un conte de fées et un cauchemar? Non, oui, Günther, ça a été une folie merveilleuse, une espèce de chose qui m'est arrivée comme ça, très très différente de ce que j'avais connu jusqu'alors, et qui m'a emporté dans un tourbillon, et qui en fin de compte n'était absolument pas ce qu'il me fallait. Jean-Louis Trintignant? Oh, ça, je l'adore, Jean-Louis. Oui. Oui. J'ai vraiment beaucoup aimé Jean-Louis. Très attachant, très intelligent. Très profond. Profond. Oui, oui. Déjà triste à l'époque, déjà cette noirceur. Il n'était pas triste, il était lucide. Avec Gainsbourg, il y a eu des moments fabuleux? Avec Gainsbourg, il y a eu des moments fabuleux, il m'a apporté beaucoup. Ça ne devait être finalement qu'une parenthèse. Il y a eu des parenthèses comme ça dans J'ai eu des parenthèses, et ces parenthèses sont peut-être plus des symboles de bonheur parce qu'elles ont été tronquées. Les choses n'ont pas été jusqu'au bout d'elles-mêmes. À cause de quoi? À cause de tout ce qui entourait tout ça? Parce qu'on ne vous a jamais finalement laissé suffisamment libre dans ces histoires que vous viviez, dans ce que vous étiez. Vous étiez tout le temps épié. Vous aviez le sentiment d'être en permanence traqué. Vous l'étiez d'ailleurs. Vous vous souvenez, dans cet ascenseur, cette femme qui voudrait vous crever les yeux? C'est quand même ahurissant. Ça, c'était dans... Ah, ça, je l'ai vécu, ça. J'allais voir une amie qui était dans une clinique et je me suis trouvée dans un ascenseur avec une aide-soignante qui portait un plateau de déjeuner. Et quand elle m'a reconnue, elle a pris la fourchette et elle m'a dit « Vous êtes une salope, vous prenez tous nos mecs ». Elle m'a fait une peur, j'étais pétrifiée d'horreur parce que l'ascenseur était fermé. J'étais en claustrophobie totale avec cette bonne femme. Oh là là, mon Dieu, ce que j'ai eu peur. À chaque fois, ça vous renvoie à quoi? Au fait que l'image que vous renvoyez, elle peut susciter autant de colère, alors que vous n'imaginiez même pas ça une seconde? Non, moi je peux pas imaginer qu'on ait vis-à-vis de moi des comportements pareils. Et ça m'a fait prendre conscience de la médiocrité et de l'injustice humaine aussi. Ça m'a fait prendre conscience que l'être humain porte en lui des défauts qui sont épouvantables. Et pourquoi, à un moment donné, cette vie qui était légère, forte et en même temps
compliquée, difficile, lourde, avec tout ce que ça impliquait, vous avez fait le choix plutôt de tourner la page. Pourquoi tourner la page comme ça, d'un coup? Pourquoi vouloir changer de vie? Eh ben, c'est bien ça, je trouve. Je dis pas que c'est Vous mal. me voyez en train de faire des films encore à 80 ans. Certains le font. Il y en a certains qui le font. Oui, ben ça, ils font ce qu'ils veulent, mais enfin, c'est un peu ridicule. Il y en a qui le font très bien. Oui, oui, mais moi, j'ai représenté la liberté, la jeunesse, la beauté sous une certaine forme, et je ne vais pas, après, représenter la belle-mère, la mère, et la grand-mère, et même l'arrière-grand-mère. Ça, pour vous, c'était pas possible. Arrière-grand-mère. Vous vous souvenez de cette phrase de Duras qui disait « C'est la fin de cette éblouissante matinée, ce moment où le temps passe et fait qu'on passe dans autre chose. » Vous l'avez ressenti, vous, à un moment donné? C'était quoi l'éblouissante matinée? On va dire la jeunesse, la beauté. Ah non, non, moi ça, je pas... je veux dire, à partir du moment où je suis nature, super... comme la nature m'a fait et tout, je ne m'en fous. J'ai pas fait de lifting, je fais rien du tout. Je ne vais jamais chez le coiffeur, je ne fais pas de soins de beauté. Je ne la vois pas partir. Je sais bien qu'elle est partie, ma beauté, ma jeunesse. Moi, je vous vois, vous êtes magnifique. Ben, c'est gentil, ça me fait plaisir. Ben, alors, du coup, on peut faire une photo? On va pouvoir faire une photo, oui. Cette traque des paparazzis, des photographes, votre vie privée qui était épiée à chaque instant. Et à un moment donné, ça vous a poussé à partir, à changer de vie aussi. J'avais en moi, depuis que je suis née, un amour fulgurant pour les animaux. Hein. Donc, je voulais faire du cinéma pour m'acheter une ferme où on ne tuerait pas les animaux. Et comme au départ, j'avais pas un rond, je me suis dit, la seule façon d'avoir un peu d'argent pour m'acheter cette ferme, c'est de faire du cinéma. Bon, alors de fil en aiguille, j'ai fait du cinéma et j'ai pu m'acheter autre chose qu'une ferme. Mais maintenant, j'ai le but de ma vie, en fin de compte, c'est ce que j'ai fait, c'est ma fondation. À un moment donné, vous faites le choix de sacrifier tous vos biens pour cette fondation, pour les animaux. Oui, oui, oui. C'était une évidence pour vous? Bah, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tas de trucs qui ont une valeur formidable et dont je ne me servirai jamais? Aucun regret? Non, je n'ai aucun regret. Il n'y a pas des petits objets comme ça qui vous manquent aujourd'hui, que vous auriez aimé avoir encore avec vous? Non, rien ne me manque puisque ma fondation les a remplacés. Même la balraque, vous l'avez, entre guillemets, Je l'ai donné. Oui. Et ici aussi, je vais le donner, cette année. C'est quoi? C'est une façon aussi de tirer un trait sur la vie d'avant? Non, c'est pour que ça ne soit pas pris à ma mort par des promoteurs. Oui. Et que ça garde l'âme que j'ai commencé à lui donner. Voilà. Pour y continuer à y mettre des animaux et à protéger et à récupérer les animaux qui sont en détresse sur la Côte d'Azur et dans le coin. Vous avez eu de nombreux combats. Il y a eu effectivement les bébés phoques, qui était un moment de bascule fort, important. Très fort. Et aujourd'hui, vous dites que tout ça n'a pas servi à rien. Il y a eu des décrets, il y a eu des lois, il y a eu des choses qui ont progressé. Par rapport à l'énergie dépensée, au courage que j'ai et à la volonté que j'ai d'arriver à certaines choses, ce qu'on a eu comme victoire, c'est pas assez en fonction de ce que je demande. Voilà, c'est ça. Est-ce que, avec le temps, votre vision du monde a évolué, a changé? Oui, 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 beaucoup. Beaucoup. Vous qui étiez, on va dire, très libéral et qui avez un père un peu réactionnaire, est-ce que vous n'êtes pas revenu aux sources? Comment ça a été Réactionnaire, un peu conservateur, votre père? Ah oui, conservateur. Oui. Vous êtes revenu un petit peu aux sources? J'ai jamais quitté les sources. Jamais? Ben non. En étant ce que vous étiez, cette femme qui était là, légère, qui aimait la vie, qui était un symbole sexuel. Et alors? Et alors, parfois, aujourd'hui, certaines de vos positions sur l'évolution de la société donnent un côté conservatrice. Mais vous savez bien. Vous croyez qu'elle évolue dans le bon sens, la société? Moi, je ne sais pas. Moi, je vous dis que non. Voilà, c'est tout. Elle évolue pas dans le bon sens.
Regardez dans quelle merdouille on se trouve. Alors évidemment, je suis conservatrice. Dans le sens où? Ben, dans le sens où je trouve que c'est pas du tout rigolo d'évoluer vers une société comme la nôtre. Voilà. C'est vrai que vous avez croisé tous ces hommes politiques. De Gaulle, Giscard, vous a dragué Giscard, c'est vrai ou pas? Mais il continue. Ah, il continue, c'est vrai? Il continue à vous écrire? Non, il ne m'écrit pas, mais il me téléphone de temps en temps. C'est vrai? Et j'ai gardé une grande amitié pour lui, oui. Oui. Il est très gentil. C'était un bon président? Écoutez, ça, j'en sais rien. Voilà. Non, je sais pas, à Non, l'époque, mais- je m'en occupais pas du tout de ce genre de truc. François Mitterrand? Bah, François Mitterrand, il a eu de jolis gestes vis-à-vis de moi, point de vue social, puisque c'est lui qui m'a remis une Légion d'honneur que je n'ai pas voulu accepter. Mais c'était un joli geste. Chirac? Chirac, alors c'est le roi des menteurs. Ah bon? Ouais. Parce qu'il m'a promis beaucoup de choses, mais je crois qu'il fait la course avec Sarkozy, parce que les deux m'ont promis énormément de choses, ont été absolument charmants avec moi et ne m'ont rien donné. Mais rien. Rien du tout. Le président actuel? Alors, le président actuel est assez à l'écoute de certaines de mes demandes. Il y a une image de vous qui est apparue sur une affiche de Marine Le Pen pour la campagne des Européennes. Elle est belle, cette affiche. Elle est magnifique. Ah, je la trouve très belle, moi. Elle vous avait demandé l'autorisation? Non. Non? Non. Elle, Mais- vous lui parlez de temps en temps ou pas? Parce que vous avez Giscard au téléphone. Est-ce que vous avez de temps en temps Marine Le Pen au téléphone? Il m'arrive d'avoir Marine, oui. Oui. Mais j'aime beaucoup Marine. Et vous n'allez pas me faire dire que des trucs que je ne veux pas dire. Ah, je vous pose juste des questions, je ne vous fais pas dire ce non. que... Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Marine et je l'affirme et je le dis et c'est tout. J'ai pas à m'en cacher. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Elle a de plus que les autres. Eh ben, je vais vous dire un truc rigolo. C'est la seule femme, mais elle a une paire de couilles. Et ses idées vous plaisent? Globalement. Ah oui, oui, dans l'ensemble, ces idées me plaisent. Pourquoi? Parce que c'est la vision de la France que vous aimez? C'est la vision de la France que je souhaiterais revoir apparaître, oui. Revoir apparaître. Ça avait fait scandale quand vous aviez dit ça. Ça vous a troublé le fait que les Français, une partie des Français, une partie de la presse soit scandalisée par ça? Par quoi? Par le fait que vous aviez eu, on va dire, des propos sur un parti qui symbolise, pour certains, l'extrême droite, qui symbolise une histoire compliquée. Elle n'est pas un peu étroite, cette vision-là, selon vous? Écoutez, pour le moment, vu l'état dans lequel elle est, cette pauvre France, plus étroite, ça m'étonnerait. C'est difficile. Il y a eu, on va dire, un autre scandale qui a été ce livre dans lequel vous reveniez sur la naissance de votre fils. Ça va mieux avec lui? Pourquoi ça irait mieux? Je sais pas, parce qu'avec le temps, les choses passent Non, parfois. non, mais ça va bien, oui, ça va très bien. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été parfois. Non, il y a des moments de tirage. Bon, bah, vous Ouais. savez, dans toutes les familles. Hein. Voilà, un petit peu plus que la moyenne. Moi, peut-être. Un peu. Et cette vie de famille telle qu'elle est aujourd'hui, ça vous plaît? Telle qu'elle est installée, avec lui, les relations que vous aviez? C'est-à-dire qu'on a des relations, lui est en Norvège et moi ici, et on se voit très très rarement. Et vos petits-enfants? Ben, je les ai jamais vus, une fois seulement. Elles parlent pas français, mais je les aime beaucoup. Elles sont belles en plus. Il n'y a pas eu de grande solitude dans votre vie? Ah si, mais je la recherche maintenant, la solitude. J'aime pas qu'on vienne m'emmerder et qu'on soit près de moi ou qu'on... je sais pas, j'aime bien être seule. Avant, c'était une source d'angoisse, aujourd'hui, c'est un plaisir. Une source de faire le vide dans ma tête, de réfléchir et de contempler aussi. J'aime bien contempler, je suis très contemplative. Je suis très très seule et j'aime bien. Finalement, vous êtes heureuse aujourd'hui? Je suis pas heureuse, je suis... le bonheur, c'est tellement difficile. Mais disons que je ne suis pas malheureuse et que je suis sereine. Pas de regrets? Non, ni regret, ni remords. Sur rien?
plus rien. Merci beaucoup, Brigitte Bardot. À bientôt. Ben à bientôt quand j'aurai 100 ans. Ben, on fera ça ensemble. Voilà pour cette interview, voilà pour les chapitres de cette histoire. Une Bardot adulée, critiquée, mais sans remords et sans regret. Bébé qui restera un mythe jamais remplacé à ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 2. Brigitte Bardot revient devant la caméra de Vadim. Tout de suite, le film qui participa à faire de la jeune comédienne un mythe. Voir ou revoir, et Dieu créa la femme. Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro d'Un jour une histoire, l'incroyable histoire de l'une des femmes préférées des Français. Vous comprendrez pourquoi en découvrant le destin de Simone Veil. À très bientôt.